à tous, c'est la quotidienne qui démarre. Merci à vous de nous rejoindre. Au programme de cette émission, nous parlerons taïko. Nous verrons ce que c'est avec Jamie dans sa chronique C'est Sport. Puis nous parlerons high-tech, évidemment, qui dit Asie, dit haute technologie. Nous verrons ça avec Mara dans La Science et nous. Davina nous parlera, elle, des danses traditionnelles asiatiques. Ce sera dans Demander le programme. Et nous finirons avec un voyage en Indonésie et au Japon avec Camille dans Grandeur Nature. Mais avant ça, rejoignons notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Jean-Max Wiria, qui est donc le président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Monsieur Wiria. Bonjour. Alors, dans un premier temps, avant de parler de l'association, on va faire un petit rappel historique concernant donc les premières vagues de migration de la population indonésienne en Nouvelle-Calédonie. De quand est-ce que date la première vague et pour quelles raisons est-ce qu'elle a eu lieu? Oui, comme ça a été beaucoup dit déjà, en 1896, il y a eu un premier bateau avec à bord 163 personnes, on va dire, qui sont venues pour, on va dire, pour des raisons diverses, pour un avenir meilleur. Principalement. Principalement, oui. Donc ils étaient 140 hommes et 23 femmes à son bord. Donc ça, c'était le premier convoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait arriver ici? Bon, c'est arrivé en partant d'Indonésie, ils savaient déjà qu'en venant ici, c'était pour le café. Pour le café, donc principalement pour le café, mais on va dire que tous n'ont pas été employés dans les caféries. D'accord. Voilà. Et ils faisaient quoi donc ceux qui n'étaient pas employés? Ils étaient employés comme gens de maison. Voilà, d'accord. D'accord, donc jusqu'en 1949, il y a eu des convois réguliers. Donc en 1949, c'était le dernier convoi provenant d'Indonésie. Donc suite à ça, il y a eu beaucoup de retours au pays, beaucoup de rapatriements. Donc comme on le disait, ces travailleurs étaient employés donc comme domestiques, aussi comme ouvriers agricoles, et puis également à la mine où ils transportaient le minerai principalement. Et donc, suite à ces retours, en 1955, la population d'origine javanaise, c'était principalement des Javanais, en Nouvelle-Calédonie est retombée donc à 2000 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez combien de personnes composent la population indonésienne en Nouvelle-Calédonie? Oui, bien sûr, on va dire on tourne aux alentours de 6000 personnes. Mais comme la Calédonie est un pays où le métissage est grand, donc beaucoup ne peuvent ne pas se reconnaître en tant que Javanais ou Indonésiens. Et il y a des Javanais qui ont un nom à consonance européenne, mais bon, c'est quand même des Javanais. Donc on pourra difficilement définir combien il y a de Javanais en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas une science exacte, mais à peu près, on sait... on dit entre 5 et 6 000, on va dire. Voilà. Entre 5 et 6 000, d'accord. Donc, comme je le disais au début de cet entretien, vous êtes le président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, l'AINC. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette association? Depuis quand elle existe? Qui en est à l'initiative? Et pour quelles raisons a été créée? Bien sûr, il y a eu quelques années déjà, il y avait des anciens, des personnes, on va dire, nos anciens, avaient souhaité regrouper des personnes autour d'un site. Donc ils avaient déjà un foyer qui était à Magenta, mais du fait du lieu, le lieu perturbait quand même les voisins. Donc on a été sommés, obligés de partir de cet endroit. Il a été choisi un site, c'était à Robinson, on va dire vers les hauts de Robinson, un site de plusieurs hectares. Et c'est de là, on va dire, qu'est née, on va dire, l'association indonésienne. Alors ça remonte à quand à peu près? On va dire en 84. D'accord. En mi-84, il y a eu un groupe de personnes qui ont tenu à redémarrer, à redynamiser, on va dire, cette association, ou une association avec un nom nouveau, l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et aujourd'hui, vous comptez combien d'adhérents? En nombre d'adhésions, comme l'association est constituée de plusieurs composantes, on va dire. On va nommer, on va dire, les associations religieuses, comme les catholiques indonésiens, comme les musulmans indonésiens, les associations sociales, à caractère social, comme l'AIAF ou comme le DACOA social, et aussi l'association sportive, le CJI, et ensuite les sections culturelles. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a plusieurs associations au sein même de l'AINC. Voilà. Donc on regroupe en gros plus de 700 membres. Voilà. D'accord. Alors, donc il y a des actions qui sont menées donc, par l'AINC depuis sa création. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Donc aujourd'hui, principalement, ben, on s'occupait des personnes qui n'ont pas de famille. C'était un peu le rôle de l'association. On a aussi un site qu'on a réussi à avoir, à acheter, et on a l'entretien de ce site. Voilà. Et faire des journées, faire des sorties avec nos membres, on va dire. D'accord. Alors, il y a des dates phares pour la population indonésienne en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, les dates phares, on peut commencer par le 16. Le 16 février, qui est une journée, qui est une date importante pour nous Niaouli, on va dire, pour nous descendants de Niaouli, pour nous les Javanais ou pour nous les Indonésiens. C'est un peu compliqué à définir qui sommes-nous. Voilà. En tout cas, le 16 février, on a notre dépôt de gerbe qui se fait, on va dire, sur la stèle à la baie de l'Orphelinat, suivi d'un repas organisé par l'association afin de regrouper tous les Indonésiens, on va dire, les anciens d'abord et les Indonésiens qui sont en Nouvelle-Calédonie. Voilà. D'accord. Donc on parlait effectivement, il y avait différentes associations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces associations? Donc vous nous avez parlé des associations à caractère social, c'est-à-dire? À caractère social, on va dire, comme j'avais nommé tout à l'heure le DACWA social ou l'AIAF, l'Association indonésienne des affaires funéraires. À l'époque, beaucoup de personnes n'avaient pas de famille, pas d'enfants. Ce sont les premiers Javanais qui étaient là. Donc il fallait bien quelqu'un pour s'occuper d'eux, pour assurer, on va dire, pour qu'ils aient des obsèques décentes. Donc c'est là qu'un groupe de personnes a décidé, vraiment de dire il faut pas laisser le vieux comme ça, on va s'en occuper, mais qui fait quoi, qui va payer? Ben, ce sera nous. Donc c'est comme ça qu'il y a une association qui a été créée, ensuite il y a une deuxième. D'accord, donc principalement pour l'accompagnement voilà, des anciens. D'accord. Donc il y a le 16 février, on l'a dit, c'est une date importante. Quelle autre date est-ce qu'on peut retenir? Ben après le 16 février, on a notre repas. Voilà, donc ça c'est dans la semaine qui suit. C'est dans la semaine qui suit le 16 février, mais c'est un repas qui est important. C'est à cette occasion qu'on a, on va dire, on a la chance de pouvoir rencontrer tous ceux qu'on n'a pas vus toute l'année ou tous ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc ce repas est organisé parfois en Brousse, parfois à Nouméa. Et on va dire ces dernières années, ils ont été faits à Païta, à Koné, à Point-Dimier. Et cette fois-là, ce sera le 22 février, ça se ferait à Bourail. À Bourail, cette année. Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est le repas qui suit. Donc, toutes les associations sont invitées, bien sûr. Toutes les associations sont invitées. Ils sont invités à partager, ils sont invités à participer. Donc, on aura des déplacements, on va dire. Des déplacements. De Nouméa, il y aura des bus, de Païta, et de l'intérieur, c'est-à-dire Point-Dimier, Koné, La Foi et Païta. Voilà. Donc, vous mettez en place, en fait, des transports pour... Voilà. Donc, chacun dans son village respectif se doit, on va dire, d'assurer un peu ce transport. Bien sûr, s'ils ont tous les moyens d'y aller de leurs propres moyens, donc ce sera aussi bien. Mais généralement, on souhaite quand même qu'ils viennent en bus. Pourquoi? Parce que le bus, ça permet de gérer un peu le parking. Le parking, c'est le plus gros problème, on va dire. Plus il y a de voitures, plus le parking il va falloir le gérer, on va dire. C'est difficile, voilà, d'accord. C'est très compliqué. Hein. Et là, ce sera sur quel site à Bourail exactement? Donc là, ce sera sur Téné cette fois-là. Sur Téné, où des jeunes de Bourail, on va dire, qui appartenaient, ou on va dire leur famille appartenait à un club de Bourail, le CJ de Bourail, qui a été mis en sommeil. Et cette année, ils ont souhaité faire le repas chez eux, ce qui est un honneur pour nous, une fierté aussi que ce soit des jeunes qui prennent l'initiative d'organiser un tel repas, parce que là, il y aura quand même 400 à 500 personnes, donc il va falloir assumer, quoi. Alors justement, on parle des jeunes. Qu'est-ce qui est fait pour les jeunes aussi? Parce qu'il y a aussi des associations culturelles au sein de l'INC. En quoi ça consiste exactement? Au sein de l'INC, la section culturelle, il y a on va dire deux personnes qui assurent, on va dire, l'apprentissage de danse, Rosmaini San Mohamed et Anne-Laure Paiman. Ces deux personnes, ce sont des danseuses. Et grâce à elles, elles font connaître à la Calédonie entière
les danses, la culture indonésienne. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, il y a une autre date importante qui est un rassemblement, en fait, lors d'une journée récréative. Quand est-ce que ça se passe exactement? Alors, la journée récréative, bon, ça se passe généralement au mois d'août ou tout début septembre. Tout dépend, on va dire, tout dépend de la, on va dire, la météo. Parce que la météo, en juillet, c'est souvent des météos une météo capricieuse. Donc, cette journée aussi regroupe, fait rassembler toutes les associations. Et c'est l'occasion pour nous de faire connaître notre culture, on va dire la culture culinaire, comme les spectacles et le culinaire. Donc là, ce sont toutes les associations de Nouméa, parfois de l'intérieur, de la foi, par exemple. Koni, c'est peut-être un peu compliqué, c'est un peu loin, mais il y a des fois où ils arrivent à participer aussi, ils arrivent à trouver quelqu'un pour venir tenir un stand. Donc là, on a vraiment toutes nos spécialités indonésienne ou javanaise, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il faut faire partie de l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie pour pouvoir participer à ces journées, par exemple? Là, pour participer à la journée, oui, c'est-à-dire pour tenir un stand, oui, d'accord, il faut faire partie quand même de l'association indonésienne. C'est quand même réservé, voilà, aux associations qui font partie intégrante de la INC. D'accord. Et puis, on en parlait tout à l'heure, donc il y a des Indonésiens catholiques, mais il y a aussi des Indonésiens musulmans, bien sûr. Donc, vous fêtez aussi le Ramadan. Oui. Ça se passe quand, le Ramadan? Bah, le Ramadan, il y a, comme tous les ans, c'est jamais la même date. Oui. On va dire, si l'année dernière, c'était en début août, donc cette année, on va dire, c'est 10 jours en moins. Donc, ce sera mi-juillet, la fin du Ramadan. Donc, à cette occasion aussi, nous faisons un repas. Et là, toutes les personnes musulmanes ou autres sont invitées aussi. Indonésiennes, bien sûr, sont invitées à partager ce repas. D'accord, très bien. Alors, donc vous êtes le président. Il y a également un vice-président qui est monsieur... Thierry Timan. Thierry Timan, qui est, bon, c'est beaucoup, lui, on va dire, le lien avec la jeunesse. Le lien avec la jeunesse, l'année dernière, il a été le meneur du DMKM, par exemple, on va dire, pour le nommer. Le DMKM, c'était un ensemble de spectacles, vraiment, on va dire, fait par des Niaoulis, par nous. Quoi. Les Niaoulis, voilà, donc les premiers natifs indonésiens en Nouvelle-Calédonie. C'est un spectacle mélangé, on va dire, un mélange de genres, on va dire, un mélange de genres moderne et contemporain, on va dire. D'accord. Très bien. Donc le but, en fait, aussi, c'est de faire le lien, justement, entre la tradition et aussi la modernité. D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose concernant l'association? L'association, déjà, pour l'association, il suffit de me contacter. Ou contacter, si on veut en faire partie. On vous contacte, vous, ou alors M. Timan. Ou M. Timan, voilà, tout simplement. Et puis, je voudrais donner rendez-vous à toutes celles et ceux qui m'écoutent, au 22 pour le repas des anciens, mais le 16 d'abord pour le dépôt de gerbes qui se ferait à 17h. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Bria. Le plaisir était pour moi. Je profite de l'antenne pour souhaiter une bonne année. C'est encore, on peut encore le faire. Une bonne année à tous les Calédoniens, à toutes les communautés du territoire. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. On passe à l'agenda du jour avec Davina, c'est tout de suite. Et salut Davina, contente de te retrouver en ce mercredi. Salut Chloé et salut à vous à la maison. Mais j'étais pas loin, j'étais juste au Japon, j'étais chercher quelques petites infos pour l'agenda. Ah, mais le temps de l'aller-retour, ça va. Ben voilà, je suis revenue, t'inquiète. Des infos fraîches, merci. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va aller au Japon et on va parler sport. Je vous emmène donc sur l'île d'Okinawa, où on va s'intéresser au marathon international organisé sur l'île. Donc cette année, c'est la 23e édition. Donc ce marathon a toujours lieu à la même période, le mois de février. Et donc pour ceux qui souhaiteraient participer, qui sait, donc les dates cette année, c'est le 14 et le 15 février. Et alors, il y a combien de participants pour ce marathon? Eh bien, écoute, on me dit plus de 13 000 coureurs qui sont attendus.
donc pour participer au marathon complet qui fait quand même 42 km, donc c'est pas... Ah oui, c'est mon footing. Faut y aller quoi. Et puis 2500 personnes qui vont courir donc les 10 km, donc un peu plus cool, tranquille. Oui. Mais bon, il faut quand même les faire les 10 km. Hein. Donc voilà, énormément de personnes à gérer sur l'île d'Okinawa, mais c'est pas un problème pour eux, ils sont tellement contents de partager un moment avec les gens qui viennent de l'extérieur que bah, du coup ça leur donne le courage de continuer pour les éditions précédentes. Et alors, il y a combien de participants à ce marathon? Alors écoute, on nous dit plus de 13 000 coureurs pour le marathon complet, donc pour un parcours de 42 km, et 2600 coureurs pour le parcours de 10 km. Mais bon, faut quand même les faire, les 10 km, quoi. Hein, donc voilà, c'est énormément de personnes à gérer sur une petite île comme Okinawa, mais donc c'est pas un problème pour eux. Ils disent qu'ils sont contents d'accueillir des coureurs du monde entier pour venir partager ce moment avec eux. D'accord. Alors ce marathon, il est ouvert à qui justement? Bien, écoute, à tous, hein, hommes et femmes confondus, il faut juste avoir 16 ans révolus au moment de l'inscription. La seule condition aussi, c'est qu'il faut être donc, en bonne santé, donc je te laisse courir à ma place. Et puis voilà, après, comme on l'a dit, quel que soit le pays et la nationalité, tout le monde peut participer. Alors, merci Davina pour cet instant sportif. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour rappeler à tout le monde que c'est bon pour la santé, hein, qu'il faut pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Comme quoi, on t'écoute bien, Anna Chiron. C'est sûr. On écoute bien tes conseils. Alors, pour la suite, on quitte le Japon et on revient chez nous avec une info pratique. Ah oui, là, ça n'a rien à voir du tout avec le Japon. On va parler d'une coupure de courant qui aura lieu aujourd'hui même sur la commune de Poum, donc sur l'ensemble de la commune de Poum, de 8h à 15h pour l'entretien du réseau haute tension. Et bien sûr, si les travaux s'achèvent avant l'heure que je viens de dire, eh bien, il sera bien sûr établi avant le courant, sans autre préavis. D'accord. Et puis donc, en cette période de vacances scolaires, on va faire un point sur ce qui est proposé pour occuper donc les enfants dans le nord du pays, toujours. Oui, avec un petit communiqué qui nous vient de la direction des sports, des activités socio-éducatives, donc qui propose toujours des stages jusqu'au mois de février, jusqu'au 6 février exactement, à la base nautique de Fouet. Donc pour les enfants de 8 à 12 ans, pour la semaine prochaine, donc pourquoi pas. Il y a de l'optimisme qui est proposé. Et puis pour les enfants de 13 à 17 ans, de la voile et du kayak. Il y a 10 places par catégorie d'enfants et ils sont accueillis donc de 8h à 16h. N'oubliez pas de leur fournir bien sûr le nécessaire, donc la casquette, la crème solaire, voilà, le rechange aussi, une serviette, tout ça quoi. Il vous sera aussi demandé de fournir un certificat médical. Sur place, il faudra aussi remplir l'autorisation parentale et la fiche d'inscription. Donc pour ceux qui se seraient inscrits par avance par téléphone, il faudra se présenter le jour de l'ouverture et venir aussi se faire connaître auprès du secrétariat. Attention, si vous êtes en retard, il risque d'annuler votre inscription tout simplement. Je vous laisse un numéro de téléphone si ça vous intéresse, donc le 42 31 36. Et on reste dans le secteur. Alors, une info qui est proposée donc aux enfants qui habitent donc la zone VKP. Oui, voilà, donc on va parler de l'association Fabamel qui organise en partenariat avec les mairies de Koné et de Pointe-Boute notamment un centre de vacances pour les enfants jusqu'au 13 février. Donc sur le thème mon comportement écolo, donc c'est bien d'y réfléchir déjà à partir de cet âge-là, n'est-ce pas? Donc le centre s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans et il aura lieu donc sur le site du Château Grimini. Si vous souhaitez vous inscrire, attention, les inscriptions se font uniquement en après-midi de 13h30 à 16h30 donc au Château Grimini. Et si vous désirez avoir des infos, je vous laisse aussi un numéro, donc le 47 21 69. Attention, là aussi il y a un certain nombre de documents à fournir. Vous aurez besoin notamment du carnet de santé de votre enfant. Il faudra remplir la fiche de liaison. Il ne faudra pas oublier aussi vos différents bons, que ce soit les bons CAFAT ou autres bourses. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé vacances qui malheureusement se finissent bientôt. Donc, on va parler aussi rentrée. Une information importante si vous habitez dans la commune de Touhaut, puisque cette info nous vient de la mairie de Touhaut. Oui, tout à fait. Un petit rappel pour donc, les inscriptions à la cantine et au bus scolaire pour 2015. Pour les retardataires, sachez que vous avez jusqu'à la rentrée scolaire, bien sûr, mais bon, il ne faut pas attendre non plus le dernier moment. Pensez à vos enfants qui puissent rentrer sereinement. Et vous aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais déjà, vous êtes punis parce que vous aurez déjà le double de la somme à payer. Donc ça veut dire 3 000 francs pour les enfants au primaire et 6 000 francs pour les enfants qui sont
collégiens et lycéens. Donc voilà, je suis désolée, mais c'est le prix à payer pour les retardataires. Notez aussi que au moment de l'inscription, il y aura un certain nombre d'infos à transmettre au secrétariat. Donc, si vous avez prévu d'envoyer une autre personne à votre place, n'oubliez pas de lui préciser notamment des informations comme la date de naissance de votre enfant, son adresse, le lieu de ramassage, l'établissement et la classe fréquentée, le nom du responsable légal. Il faudra également fournir une photo d'identité ou la carte de transport scolaire de 2014. D'accord. Et tu as donc un numéro de téléphone à communiquer à nos amis téléspectateurs. Oui, voilà. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements, vous pouvez appeler le 42 88 07 et il faudra demander le service enseignement, tout simplement. D'accord, c'est noté, j'espère pour tout le monde. Merci Davina, on se retrouve tout à l'heure pour demander le programme. C'est ça, à tout à l'heure tout le monde. Et nous, on va parler sport avec Jamie, c'est tout de suite. Bonjour Jamie, alors aujourd'hui il sera question de taiko, une discipline japonaise. Voilà, bonjour Chloé quand même et bonjour tout le pays. Donc taiko qui signifie le tambour en japonais, c'est sans doute la musique la plus visuelle au monde. Donc sachez que cette discipline est présente ici à Nouméa, un art national nippon qui allie joie sauvage et composition délicate. Donc vient présenter l'association de tambours japonais de Nouvelle-Calédonie, l'ATJNC. Depuis 2012, une association composée de plusieurs joueurs de taiko qui s'entraînent 2 fois par semaine et ils sont visibles le dimanche matin sur le parking de la Côte-Blanche. Mais attends Jimmy, c'est de la musique ou du sport? Alors le taiko peut être considéré selon les sensibilités comme une musique, une méditation, une danse ou un art martial. Après c'est chaque groupe qui développe généralement plus fortement l'un de ces aspects. Mais aujourd'hui Chloé, dans ces sports, pour répondre à ta question, c'est bien entendu l'aspect sportif qui va nous intéresser. Donc une pratique qui fait appel à un travail corporel exigeant, beaucoup de pratiques telles que les arts martiaux traditionnels. Par exemple? Alors, faire le bon sang, déjà, demande un ancrage et une stabilité du bassin donc, qui permet d'accéder à la souplesse, mais également le silence intérieur et à la joie profonde. Voilà, ce sont des valeurs que l'on retrouve dans le judo, le karaté ou tout ce qui est arts martiaux japonais. Des vertus que l'on retrouve dans la plupart des arts martiaux d'ailleurs. Et puis, le taiko, c'est à la fois un instrument et c'est surtout une pratique. Il est le plus souvent associé à l'aïkido et il figure parmi les concepts philosophiques et stratégiques des budo japonais. Alors, quelles sont les matières qui sont utilisées pour fabriquer ces tambours? Alors, le tambour et la peau sont les deux composantes déjà du taiko. Le bois utilisé varie selon les régions. Au Japon, c'est le keyaki. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Le keyaki, un arbre japonais qui donne vie au tambour par sa densité et la beauté de son grain. D'autres bois sont utilisés tels que le hache-tree, le pin ou encore le bois de rose. Voilà, quant à la peau, c'est du cuir de bœuf. En réalité, il n'existe qu'une sorte de taiko, mais véritablement une multitude de toute taille et de tout timbre est fabriquée à partir de divers bois. D'accord, donc ils ont tous pour point commun d'être de forme cylindrique et d'avoir 2 surfaces de percussion. Voilà, et ces surfaces sont particulièrement tendues et donc produisent un son d'autant plus grave que la cavité de résonance, il faut dire aussi que c'est un son de qualité, est souvent assez grande. Donc voilà, au Japon, on compte 8000 groupes de taiko. Ici, il existe une association et chaque dimanche, il faut dire que le parking de la Côte-Blanche résonne au son de ces sons japonais. Donc pour annoncer l'été ou encore effrayer l'esprit maléfique. Tout de suite, rencontre avec ces joueurs de taiko. C'est un reportage signé Alexandre Sigura. En fait, le tambour japonais, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Hein. C'est donc, quand, par exemple au karaté, on crie. Pour faire des katas, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas comme les batteries, on fait le rythme. Mais nous, on a aussi, il y a des formes de corps qu'il faut respecter. Donc c'est une façon de taper.
Et des fois, donc, il faut crier au moment où il faut donner plus de motivation, plus de puissance, la force. Et la flûte aussi, à la japonaise, enfin c'est tout ça qui fait le tambour. Donc c'est pas juste le rythme, c'est comme le kata des arts martiaux. Il y a tout le corps, le geste de corps qui joue, c'est tout ça qui fait la musique traditionnelle japonaise. Non. 反対側行くよ。せーの。せーやっ。せーやっ。 En fait, en 5e siècle, dans le tumulus de l'empereur, on avait trouvé une figurine qui s'appelle Haniwa avec les tambours. Donc ça existait depuis longtemps et tout au début, c'était pour accompagner le rite dans la cérémonie et petit à petit, peut-être pour les fêtes, voire aussi pour les guerriers, pour faire motiver avant d'aller en guerre. À peu près 1960-66 par là, un groupe taiko a été créé. Depuis, on a commencé à faire un peu comme groupe musical. Notre équipe s'appelle Yume, qui signifie le rêve en japonais. En fait, notre groupe a été créé il y a 2 ans lors de la 30e édition de Marathon international. L'équipe de taiko est venue pour fêter la 30e édition et qu'il nous a laissé le taiko, le tambour. Et à partir de là, on a formé et on est à peu près 12 membres actuellement. Pour pratiquer le taiko, il faudrait avoir des bâtons, il faudrait avoir des taiko, que nous avons actuellement plusieurs. Aussi, il y a une flûte, aussi la volonté de bien s'entraîner. C'est assez physique, ça demande beaucoup d'entraînement. Il faut synchroniser, il faut écouter les autres aussi. Mais premièrement, la position qu'on prenne, c'est un peu comme tous les arts martiaux, c'est très dur, il faut avoir la force.太鼓というのは古くから日本で神様に捧げられてきた音です。音楽とも少し違います。心の中から出る響きを表現していると言われています。日本にはいくつも道と呼ばれるものがあります。剣道、柔道、空手道、太鼓も道です。太鼓道というそうスピリチュアルなものを伝える決まりがあります。礼節を重んじ、まず腰を据えて腹の底から音を出す、そういったものが太鼓には求められる。ですから西洋の音楽、特に喜びで踊り回るような音楽とは少し違う、落ち着いた心に響く音を出すものだと言われています。D'accord, alors le taiko, c'est une pratique qui vient de loin apparemment. Voilà, loin dans le temps, comme tu le disais tout à l'heure, et loin dans l'espace. En effet, donc le taiko arrive. L'histoire raconte que cette discipline serait née en Chine et en Corée bien avant notre ère, et que le taiko aurait traversé la mer du Japon pour venir rythmer l'existence des pêcheurs et des fermiers du Japon profond, c'est-à-dire ceux qui restent dans la campagne, voilà, pour marquer aussi la fin des guerres et invoquer les bienfaits des dieux sur les récoltes. Ça, c'est plutôt la signification des résonnements des tambours. Et puis, il faut
faut savoir aussi qu'au sein de la communauté bouddhiste et shintoïste, le taiko symbolise la voie du Bouddha, donc plusieurs valeurs culturelles et coutumières surtout. D'accord, donc c'est une pratique ancestrale qui a une grande histoire avec des valeurs coutumières. Comment est-ce qu'il est pratiqué aujourd'hui? De manière moderne, tout simplement, parce que voilà, avec maintenant dans les spectacles de taiko, on peut voir des chorégraphies extravagantes avec des solos, beaucoup de vitesse, de la fluidité, mais également de la puissance, donc caractérise les représentations contemporaines toujours de taiko, avec des taikos de différentes tailles. Là, je parle bien sûr des tambours, avec des cymbales, et parfois même, on peut voir une personne à côté du joueur de taiko avec une petite flûte. Donc voilà, ça c'est plus le côté festif, on va dire, du taiko, loin du côté rituel et ancestral de l'origine du taiko. Et puis c'est en 1951, il faut dire que cette nouvelle pratique apparaît avec Daishi Oguchi, voilà. Je ne sais pas si je prononce bien, pardon. Voilà, Daishi Oguchi, connu quand même pour avoir formé le premier ensemble taiko, qui est le groupe Kumi Daiko. Grâce à ce groupe, les représentations de taiko sont devenues très très populaires, jusqu'à même traverser l'océan Pacifique jusqu'en Nouvelle-Calédonie. D'accord, donc la discipline aussi est devenue elle-même très populaire. Est-ce qu'il y a d'autres pays, à part les pays asiatiques, est-ce qu'il y a d'autres pays qui pratiquent le taiko? Ici déjà, voilà, on pratique du taiko, mais il y a aussi en Europe, mais là où le taiko a connu un franc succès, c'est plus aux États-Unis. Donc après s'être développé au Japon, le taiko a connu un franc succès avec l'apparence de plusieurs groupes dans les années 70, avec notamment des groupes qui se sont formés aussi dans des universités. Donc le premier groupe de taiko américain qui s'appelle San Francisco Taiko Dojo a été formé en 1968 par Seishi Tanaka. C'est un immigrant de l'après-guerre qui a étudié le taiko au Japon et a ramené le style, l'enseignement aux USA. Depuis, un festival est organisé chaque été aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, on va dire que ce sont les personnes, ce sont toujours des Japonais qui sont partis dans d'autres pays et qui ont emmené cette pratique du taiko. Merci beaucoup Jimmy, on se retrouve vendredi. Merci Chloé, merci à tous. Quant à nous, on rejoint Mara pour La Science et nous. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Pour cette première chronique en pleine semaine asiatique, nous allons nous pencher sur la place de cette région dans le secteur high-tech. Une place importante, j'ai l'impression que maintenant tout est fabriqué là-bas. Ah oui, ça fait longtemps que les Asiatiques se sont fait la place dans ce secteur. Ils ont été les maîtres pendant des milliers d'années en matière de copie, ils ne s'en cachent pas. Mais plus récemment, ils sont en train de se faire une place dans le secteur de l'innovation et de la recherche. Alors, quelles sont les villes les plus prometteuses en matière de technologie ? Alors, selon une étude récente qui a été réalisée quand même auprès de 768 dirigeants d'entreprises technologiques dans le monde, auprès des fonds de capital risque et des investisseurs spécialisés, les 3 tech hubs, donc les pôles où ça bouge en matière d'avancée technologique, les plus prometteurs de demain, ils devraient tous se situer en Asie. Shanghai, Tokyo et Beijing occupent le trio de tête et New York n'arrive qu'à la 4e position. Et dans le top 10, plus de la moitié des villes se situent en Asie, puisqu'on retrouve également Séoul en 6e position, Bombay en 7e, Hong Kong 9e et New Delhi 10e. Eh bien dis donc, ça fait de l'innovation technologique partout maintenant. Et oui, les pays d'Asie progressent de plus en plus dans ce secteur. La Chine en particulier investit de plus en plus. Ils ont envie d'être les premiers, c'est leur objectif, ils ne s'en cachent pas. Ils veulent rattraper la Silicon Valley, jusque-là pôle incontesté de l'industrie de pointe. Et est-ce qu'elle est en train de perdre sa place ? Alors, les États-Unis continuent d'être considérés comme le centre mondial de l'innovation technologique et la Silicon Valley est encore l'épicentre de l'innovation technologique. Mais elle perd progressivement sa place. Les personnes interrogées au cours de l'étude sont de plus en plus nombreux à estimer que le centre d'innovation technologique du monde devrait quitter la Silicon Valley pour un autre pays d'ici les 4 prochaines années. D'accord, donc ça c'est ce que pensent les dirigeants des entreprises technologiques. Oui, et c'est aussi ce qu'on voit dans les opérations de bourse en particulier pour la Chine. Au 3e trimestre 2014, le pays a représenté plus de 50% du volume et 93% de la valeur des fonds levés pendant les opérations dans le secteur justement des technologies. Ah oui, donc l'avenir des technologies se trouve en Asie. Alors, c'est quoi leur secret? Parce que l'on sait que ce sont des bons commerçants, mais ça ne suffit pas. Pour la Chine, par exemple, ils misent de plus en plus sur la qualité. C'est la nouveauté de ces dernières années, si vous voyez ce que je veux dire. Les Chinois dans la bataille du moyen et haut de gamme. On regarde.
Sur le marché de la haute technologie, les fabricants chinois sont de plus en plus agressifs. Prenons le cas de la société Huawei. Les ventes de ses produits de milieu et haut de gamme ont augmenté de 160% sur une année. Un expert, Gabriele Di Matteo, donne son analyse sur ce marché. Comme nous le savons bien, cela fait des années que les Chinois copient. Et puis, à un certain moment, ils ont commencé à acheter des produits occidentaux. Ils ont investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement. Aujourd'hui, ils sont en mesure de faire des appareils à un prix très compétitif et dont la qualité intrinsèque est très élevée. Huawei a lancé ce smartphone, un Mate 7. Nous avons ici un système de reconnaissance par empreinte digitale pour la sécurité. Il a été conçu pour fonctionner sur 360 degrés, même avec des doigts humides, particulièrement en été. Ensuite, nous allons dans une grande entreprise, toujours chinoise. Elle se trouve au nord de Pékin. Elle s'appelle Lenovo. Ceci est un produit entièrement en métallique et dont l'épaisseur est d'à peine 12 mm. Cette charnière, qui ressemble à une charnière d'une montre, a été fabriquée avec 800 pièces d'acier et d'aluminium. C'est ce qui rend ce produit très robuste. Le troisième produit que je peux vous montrer, c'est celui conçu par Asus, qui est une société taïwanaise de Taipei. On a ici une tablette de 7 pouces. Mais elle comporte un secret. En regardant bien, on voit qu'ils ont réussi à insérer un smartphone. Les deux appareils fonctionnent avec une seule carte SIM et ce téléphone n'est pas un accessoire, c'est lui qui anime l'ensemble. Il y a même un appareil photo qui peut prendre des photos dans des conditions de lumière très basses. Un smartphone, non, une tablette dans un smartphone, comme ça on n'a plus besoin de choisir, hein. Quoique on a de plus en plus de mal à faire la différence entre les deux, parce que les smartphones deviennent de plus en plus grands, on dirait vraiment des mini-ordinateurs maintenant. Et oui, c'est ça, en fait tu avais raison, c'était bien un smartphone intégré dans une tablette, voilà. Exactement, et c'est la tendance, donc ces téléphones qui deviennent de plus en plus grands, c'est la tendance phablette, donc c'est des téléphones mobiles grand format avec une diagonale d'écran de 14 cm ou énorme. Plus, donc à mi-chemin entre le téléphone et la tablette. D'où le magnifique nom de phablette, voilà. Entre phone et tablette. Exactement. Donc ces appareils ont un grand succès en Asie, notamment de par leur fonction 2 en 1. Tout a commencé en fait à la sortie du fameux smartphone de la marque coréenne concurrente directe de la fameuse marque à la pomme. Si vous voyez de quel smartphone je veux parler. Pas du tout. À l'époque, c'était en 2011. C'était vraiment un truc à part sur le marché quand il est sorti avec sa diagonale de 13,5 cm. Ça a fait bizarre à tout le monde. Au début, ça paraissait énorme pour un smartphone. Mais ça a marché au final. Ça a même cartonné, on en voit de plus en plus. Il y a eu 20 millions de phablettes vendues dans le monde en 2014, mais il faut savoir que plus de la moitié de ces ventes sont réalisées en Asie de l'Est et en Chine. Les téléphones géants sont la nouvelle lubie de l'empire du milieu, mais c'est encore un petit marché en Europe où les ventes d'appareils avec une diagonale de 15 cm sont très modestes par rapport à ceux entre 10 et 12,5 cm. D'accord, mais même en Europe, en fait, les téléphones augmentent, la taille des téléphones augmente, même si ils restent plus petits qu'en Asie. Alors 12 cm et demi, c'est ce que tu disais, ça fait presque la taille en fait du premier smartphone géant dont tu nous parlais tout à l'heure. Et ouais, tu as raison. Aujourd'hui, la taille de tous les smartphones a augmenté en Europe. Ce que nous appelions un phablette il y a 3 ans est désormais considéré comme un smartphone tout à fait normal. Bon, ça a des avantages, c'est sûr. On peut tout faire. On n'a plus qu'à se poser la question de savoir si on en a vraiment besoin, si on a vraiment besoin d'une tablette. Mais bon, c'est encombrant, moi je trouve. Je suis pas convaincue. Je trouve ça vraiment trop gros. Ouais, mais pour les Asiatiques, on peut tout de même comprendre que pour écrire avec des idéogrammes, ça doit être quand même plus pratique d'avoir un écran plus grand. Oui, d'accord, mais ça devient immense, même pour écrire. Ils vont finir par avoir les doigts trop courts, en fait. C'est clair, mais alors pour ça, pas de problème. On sait que les Asiatiques sont pleins de ressources. Ils sont très forts pour inventer des gadgets en tout genre, utiles quelquefois, mais surtout farfelus, il faut le dire. Oui. Et pour le problème des écrans surdimensionnés, ils ont déjà la solution. Qui est l'extension 2 pouces que vous allez voir dans quelques instants. C'est une compagnie japonaise qui a dégainé cette solution miracle, donc une extension 2 pouces sous la forme d'une prothèse en silicone qui permet de gagner 1,5 cm de longueur de pouce pour pouvoir donc atteindre les moindres recoins de votre smartphone géant. C'est génial. En plus, c'est très esthétique, c'est très élégant, on voit à l'écran. Ils sont quand même forts, ces Japonais. Et oui, en termes de gadgets et accessoires indispensables, ce sont les maîtres
incontesté. Dans le même genre, j'aime aussi assez pour l'hiver, les gants Bluetooth high-tech smartphone. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors écoute, ce sont des gants qui sont connectés au smartphone de l'utilisateur par Bluetooth et qui sont munis d'un écouteur et d'un micro et qui permettent donc de téléphoner sans sortir ni son téléphone de sa poche, ni ses mains de ses gants. Mais bon, pour téléphoner, on fait comment? On fait comme ça? Bah ouais, exactement, on fait comme ça. Et donc on passe par un pour un cinglé, hein, c'est comme ça. Mais c'est pas la préoccupation première, hein, au Japon ça se saurait sinon. Oui, on s'en fout un peu là-bas de quoi on a l'air. Par contre ici, il y a moyen de se faire remarquer, je pense, avec ça, si on débarque avec ça en plein centre-ville. Ils ont fait une autre version du produit qui passerait peut-être mieux pour nous déjà, c'est le bonnet high-tech, pareil, donc avec haut-parleur et micro intégré qui permet de téléphoner sans sortir son smartphone ou encore d'écouter de la musique, hein, tout ça par Bluetooth. Ah oui, donc ça c'est déjà mieux comme idée. Hein. Je pourrais l'envisager si j'ai la chance d'aller au ski, par exemple. Ouais, ça peut être utile. Un accessoire assez sympa. J'avoue, fallait y penser quand même. Hein. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème hein, pour les idées. Tu sais, ça fourmille pas mal en Asie. Tu savais par exemple que ça existait, les photomatons 3D? Photomaton 3D, c'est quoi le principe? Alors, ça date de 2012, hein, déjà, il me semble, au Japon. Et en fait, l'appareil scanne la personne en 3D et imprime des versions miniature du sujet scanné avec donc une imprimante 3D. D'accord, donc à la place d'une photo d'identité, on se retrouve avec une petite figurine comme on voit à l'écran. Et oui, exactement. Ah oui. Après, donc, on peut choisir la taille, hein, il y a 10, 15 ou 20 cm. Et puis, on paye, hein, surtout, donc entre 200 et 400 € quand même, hein, la petite figurine. Ah oui, c'est cher. Bon, ça va baisser avec le temps, j'imagine, hein, comme tout. Mais bon, je me vois mal sortir du photomaton avec une figurine de moi-même que je mettrais chez moi. Hein. Ça fait un peu narcissique quand même. C'est sûr, mais on est en plein dans la période narcissique, c'est la tendance du selfie, il faut s'aimer soi-même. Hein. En Asie, bon, l'apparence, elle a toujours eu une très grande importance, ça ne date pas d'hier. À chaque époque, c'est canon de beauté, mais actuellement, avec les publicités, les magazines, les films hollywoodiens, eh bien, ça pousse de plus en plus les Asiatiques, surtout les femmes, vers la chirurgie esthétique. Et elles ne reculent devant rien, elles ne reculent devant rien pour se transformer et incarner donc les nouveaux critères de beauté. Donc, le débridage des yeux, par exemple, c'est l'opération la plus demandée. Une chirurgie de ce type est pratiquée toutes les 15 minutes. En moyenne. Et puis là-bas, être belle, c'est aussi devenu un critère de recrutement pour pas mal de patrons. Et oui, c'est la dure réalité. Alors forcément, on voit émerger toutes sortes de gadgets hein, qui sont supposés rendre les femmes plus belles. Et je vous propose qu'on termine sur un petit florilège de tout ce qui existe en matière de gadgets de beauté. Alors, par exemple, vous avez le masque raffermisseur de visage. Oh mon Dieu. Très élégant, donc comme vous pouvez le constater, il permet à ses utilisatrices de contrer les effets du vieillissement et de garder un visage bien ferme. Ça te dit? Elle a l'air jeune. Très jeune, très ferme. Ensuite, nous avons donc l'affineur de nez, qui est pas mal non plus. Bah oui, hein, un nez épaté, c'est pas joli hein, chez les Asiatiques, mais pas de problème. Il vous suffit de placer cet objet sur votre appendice nasal pour obtenir enfin un joli nez bien fin. Oh là là, mais ça a l'air de faire mal en plus, on dirait un instrument de torture. Bah c'est clair, c'est clair. Et encore, c'est pas tout, hein, parce qu'une fois qu'on a le nez bien fin, il faut aussi qu'il soit bien droit. Bah, évidemment. Oui, un nez fin et tordu, ça passe pas hein, chez les Asiatiques, ça passe pas. Donc encore une fois, pas de problème, la solution est là avec le redresseur de nez électrique. D'accord, donc ça va redresser votre nez. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, Mara, j'ai trop mal au nez, rien que d'y penser. Mais j'imagine que la liste de gadgets est bien longue. Ah oui, tout doit être parfait en Asie et enfin surtout en Chine et au Japon, hein, quand même, il faut le souligner. À chaque défaut, son gadget, pas de problème, que des solutions. Merci beaucoup, Mara, pour toutes ces infos et puis pour ces conseils beauté. Hein. J'espère que tu vas les mettre en application, et puis vous aussi, hein, qui sait. Merci à vous et au revoir. Et on retrouve Davina. Alors aujourd'hui, Davina, on va parler des différentes danses traditionnelles asiatiques. Oui, c'est ça. Donc, comme tu le sais, la communauté asiatique est composée de plusieurs ethnies. Donc, chaque ethnie a sa danse qui lui est propre et avec ses gestes particuliers. Malheureusement, on ne les connaît pas assez à mon goût. Donc voilà, il y a de très très belles danses chez eux, mais elles ne sont pas mises, on va dire, à l'honneur, assez souvent en tout cas. D'accord, alors lesquelles par exemple? Eh bien moi j'ai décidé de vous parler de deux danses aujourd'hui. Et la première donc c'est le legang, qui est donc pratiquée exclusivement par les femmes et elle est dansée donc du côté de Bali. Donc selon la tradition, c'est un ballet donc qui à l'époque rappelait le ballet céleste des nymphes, voilà. Et puis ben comme tu le sais, les nymphes c'est signe de féminité et de grâce. Donc t'imagines tout à fait. Donc t'imagines déjà ce que ça donne au niveau gestuel pour les danseuses. Hein.
ça demande d'être très très gracieuse. Il y a des gestes très complexes avec des règles très particulières à respecter. Et justement, au niveau des règles d'esthétique ou encore au niveau de, comme je disais, des mouvements, des placements, etc. C'est très précis. C'est très très précis et ça demande beaucoup d'entraînement. Déjà, c'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. En plus, je parie qu'elles doivent porter des tenues magnifiques, puisque les danses asiatiques, en général, elles sont réputées pour leur costume, en fait, le costume des danseurs, qui sont toujours très, très magnifiques, très colorés, très jolis. Voilà, c'est vrai, tu as raison. C'est ce qui attire d'abord l'œil du spectateur, c'est bien sûr le costume. Donc, c'est normal que tu en parles. Et dans le cas du Legong, comme tu vas le voir bientôt à l'image, les danseuses sont justement habillées de ces magnifiques costumes. Et elles ont bien sûr aussi des magnifiques coiffures qui vont avec leur costume, n'est-ce pas, où il y a des fleurs, etc. Et c'est très, très, voilà, en couleur, on va dire. Et puis là, on ne voit pas, mais il y a aussi, bien sûr, l'indémodable et l'incontournable éventail qui va avec le costume. Et oui, la touche finale. Bien sûr. Alors, du côté de la musique traditionnelle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, du côté de Bali, la musique est jouée par ce qu'on appelle donc, les gamelans. Donc, c'est un orchestre traditionnel balinais. Ils sont essentiellement composés d'hommes, parce que les femmes dansent, donc les hommes jouent. Voilà, ils sont habillés de costumes, ces hommes, et puis ils commencent à jouer du legong en même temps que, en général, en même temps que les filles commencent à danser. C'est ce que j'ai vu en faisant un peu mes recherches. Ils commencent à apprendre très très jeunes, parce qu'après il y a une histoire de synchronisation entre la musique et les danseuses. Donc voilà, c'est une communication. Donc ils commencent à partir de quel âge en général? Moi je sais que les danseuses de Legong, elles commencent à danser à partir de 5 ans. Ah oui, donc voilà, et après elles arrêtent très tôt aussi, elles arrêtent à l'âge de 14 ans de danser. Entre-temps, elles espèrent toujours d'être recrutées pour intégrer, on va dire, l'équipe de Legong nationale. Donc c'est les filles de chaque village qui sont choisies et qui vont danser. Elles sont chargées de représenter donc, un peu le patrimoine, la culture de leur pays. Et du côté de la musique traditionnelle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, écoute, je peux te dire du côté de la musique à Bali, notamment, la musique est jouée par ce qu'on appelle donc, les gamelans. C'est un orchestre composé essentiellement d'hommes. Là, on voit que les instruments, mais il faut savoir que ce sont uniquement les hommes qui utilisent donc, ces instruments et qu'ils sont eux aussi habillés de costumes traditionnels. Donc, tout comme les jeunes filles, ils commencent à jouer très très tôt parce que ça nécessite d'être en parfaite, on va dire, harmonie, en synchronisation entre ceux qui jouent et ceux qui dansent. D'accord, très tôt, ça veut dire quel âge à peu près? Très tôt, pour les filles, ça fait 5 ans. À 5 ans, ils commencent déjà à pratiquer, à danser, parce qu'elles s'arrêtent aussi très tôt de danser. À 14 ans, elles ne dansent plus. Et entre-temps, elles espèrent donc intégrer un peu ce qu'on appelle le Kratong national. C'est une équipe, en fait, c'est une formation de danseuses qui appartient donc au pays et on va choisir de chaque village une ou deux danseuses les plus, les plus talentueuses. Donc voilà, parmi les Legong, parce qu'il y en a plusieurs, les Legong les plus connus, c'est le Legong Kratong, donc parce que c'est l'un des plus anciens, il était joué autrefois aussi à la cour du roi, c'est un des plus prestigieux. D'accord, donc un peu le ballet royal, on va dire. Voilà, c'est ça. Et tu nous parlais donc d'une deuxième danse asiatique. Est-ce que c'est toujours une danse balinaise ou on va ailleurs? Non, là on va ailleurs, on va du côté du Japon, on parle du Buyu. Donc voilà, qui est apparu à l'époque de l'empereur Edo, donc au début du XVIIe siècle pour nous. Elle a été inspirée par une tradition plus ancienne qui tire donc, qui vient du théâtre kabuki. Donc il faut savoir en fait que cette danse, c'est une danse et en même temps c'est, on va dire aussi, celui qui danse, il est obligé d'être aussi acteur parce que ça met en avant le côté théâtral de la personne. D'accord. Et est-ce que, comme le Legong, il y a des particularités pour les costumes? Oui, déjà, ils dansent en kimono, donc voilà. Ah oui, pas facile. Faut dire aussi oui, danser en kimono, il faut le faire quand même. Faut dire aussi qu'à l'époque, c'était plutôt les femmes qui dansaient. Après, à un moment donné, ce sont plus les femmes mais les hommes qui l'ont dansé et puis finalement aujourd'hui tout le monde peut s'y mettre et peut danser. Du coup ça donne une autre dimension visuelle et artistique aussi puisque les hommes et les femmes n'ont pas la même façon d'interpréter ou de bouger. D'accord. Et alors est-ce que c'est pratiqué par beaucoup de gens? Mais oui, écoute, on me dit qu'il y a plus de 200 écoles différentes de cette discipline. Donc, c'est pas rien, tu imagines, à travers le monde quand même. Les plus connues de ces écoles sont les écoles de Hanayagi et de Nishikawa, parce que c'est quand même à partir de ces deux écoles que sont nées les disciplines de danse japonaises. Voilà, je vous ai cité un exemple de danse
qui nous vient de Bali et une autre du Japon, mais il y en a tellement dans la communauté oui, asiatique. On ne peut pas tout en parler. Hein. Malheureusement, voilà, on n'a pas le temps peut-être à remettre dans la quotidienne, pourquoi pas. Enfin, pour le moment, je voulais me faire pardonner en vous invitant à regarder un reportage avec nous. Donc ça concerne les danses vietnamiennes. C'est tout de suite. Au Vietnam, principalement, c'est les jours du marché quand les montagnards ils descendent dans les villes. Alors, ils présentent ça pour s'amuser. Alors aussi, il y a une technique qui est un peu compliquée. Parce que si on ne va pas vite, on ne va pas aux mesures du rythme de la musique. Et on ramasse un coup de bambou dans le tibia. Il y a 4 mesures. Dans les 3 mesures premiers, on doit passer les pieds dans le bambou. Et le 4e, les pieds doivent être dehors. Les pieds doivent être dehors. Pour ça, les 2 barres de bambou se referment. Et ça referme. Et voilà. C'est amusant, mais c'est intéressant aussi. On veut rassembler les gens. Alors, pour promouvoir la culture vietnamienne en Calédonie, c'est ça. Alors, c'est transmis de père en fils. Ici, en Calédonie, il n'y a pas des maîtres dedans, il n'y a rien. Et nous, on fait ça. Ce qu'on a appris, quoi. C'est transmettre comme ça. Et ça continue. Voilà qui met fin à notre petite escapade en Asie et on revient ici au pays. Alors, est-ce que tu peux nous parler des sorties cinéma prévues pour cette semaine? Oui, alors aujourd'hui, on va commencer par Bourail pour changer. Donc, à l'affiche cette semaine, il y a Paradise Lost, un film d'Andrea Di Stefano, donc visible aujourd'hui à 18h30, ainsi que vendredi 30 à 18h30 également. Toujours à l'affiche, il y a aussi On a marché sur Bangkok, donc un film d'Olivier Barou avec l'excellent Cadmerade, que vous pourrez voir à l'affiche, voilà. Donc visible aujourd'hui à 14h, ainsi que demain, jeudi 29 à 18h30 et samedi 31 18h30 également. On va à la fois, et cette semaine, vous pourrez voir donc Nos amis du Grand Froid, les Pingouins de Madagascar, un film d'animation en 3D, 2 séances, donc il y en a une aujourd'hui et une autre le samedi, toutes les 2 sont prévues à 17h30. Également, il y aura Boyhood de Richard Linklater, visible demain jeudi et samedi 30 janvier, 2 séances aussi à 17h30. Et on redescend un peu plus au sud, qu'est-ce qu'il y a à voir sur Nouméa? Alors, au niveau des sorties, bien, je peux te dire qu'il y aura La famille Bélier, donc un film de Éric Lartigot qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille à la voix d'or. Et c'est aussi la seule de sa famille à pouvoir donc entendre, puisque ses parents et son frère sont eux sourds et muets. Et donc elle va, par le biais de son professeur, sortir un peu de sa cambrousse, comme on dit, et puis elle va être confrontée à la vie dans la ville. Donc à voir. Ensuite, il y a également en sortie prévue cette semaine Une merveilleuse histoire du temps, un film de James March avec Eddie Redmayne et Felicity Jones. Donc une belle histoire d'amour qui nous entraîne dans le monde de la science, car Stephen Hawking, étudiant en cosmologie à l'université de Cambridge, va tomber amoureux d'une étudiante et il va se marier avec elle d'ailleurs, mais celui-ci va se retrouver aussi atteint d'une dystrophie neuromusculaire. Il va donc apprendre qu'il lui reste que 2 ans à vivre et à partir de là, il va décider à faire son maximum pour profiter de ces 2 ans de sa femme et puis il va se consacrer à des recherches sur le temps. Donc voilà, à voir aussi. Et puis pour terminer, eh bien, il y a le film donc, Charlie Mordecai, qui est donc, un film avec Johnny Depp et Gwyneth Paltrow, donc, qui raconte l'histoire de cet homme odieux et séduisant qui est marchand d'art, qui croule sous les dettes et qui va devoir donc trouver un moyen de remédier à ce problème en décidant notamment de rechercher une toile pour pouvoir ensuite bénéficier de la récompense qui va avec. Donc voilà, à voir aussi. Très bien, merci beaucoup Davina pour ces infos. Merci à toi Chloé et au revoir tout le monde. Et on rejoint Camille pour Grandeur Nature, c'est tout de suite.
Camille, alors aujourd'hui tu nous emmènes en voyage en Asie. C'est ça, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors on va partager la chronique en plusieurs parties parce qu'on va beaucoup voyager aujourd'hui. Alors pour commencer, je vous emmène dans le plus grand pays archipel au monde. 17 000 petites et grandes îles, je parle de l'Indonésie, exactement. Alors l'Indonésie, cet archipel qui baigne entre l'océan Indien, l'océan Pacifique et la mer de Chine au nord. Ce pays qui possède 2 frontières terrestres, une de Malaisie au nord et la Papouasie, Nouvelle-Guinée, bien sûr, à l'est. Et donc, elle a une superficie de près de 2 millions de kilomètres carrés, soit près de 4 fois le territoire de la France. Et sa capitale, c'est donc Jakarta, avec près de 9 millions d'habitants. Alors justement, quelles sont les ressources majeures de ce pays? Eh bien, il y a énormément de ressources, notamment des ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz, le nickel, l'or, avec des sols très fertiles. Mais on a aussi énormément de biodiversité marine, une richesse extraordinaire. On compte près de 3000 espèces de poissons différentes. Et puis, il y a énormément de zones de conservation reconnues par l'UNESCO. C'est donc des parcs nationaux. Il y a le parc national, par exemple, de Unjuk Kulon. Il y a aussi le parc national de Komodo, les forêts tropicales de Sumatra avec le parc national du mont Leuser, par exemple. D'accord. Alors justement, tous ces parcs, le pays est tellement étendu, j'imagine doit y avoir. Est-ce que c'est le même climat partout? Comment est la végétation? Eh bien, on va dire que les paysages sont différents suivant les régions. Il faut savoir que à Bali et Java sont les îles les plus fertiles, où il y a énormément de rizières. Donc dans ces deux régions. Après, le reste, comme Sumatra, Maluku ou encore la Papouasie, toutes ces zones vont être beaucoup plus recouvertes de forêts tropicales. Donc ça va être beaucoup plus difficile de faire de l'agriculture dans ces zones-là. Après, il y a des zones plus avec des savanes aussi ouvertes et sur des prairies verdoyantes. Et ça c'est très caractéristique de Nusa Tenggara, exactement. Après, il y a des basses terres aussi, où là, on voit le climat tropical de l'Indonésie avec des précipitations abondantes. Oui, c'est ça, c'est bien humide. On sait que en Indonésie, c'est des températures très élevées et de l'humidité aussi très élevée, donc climat très pluvieux tropical. Voilà, donc le mieux, c'est que pour avoir une petite idée, on se regarde des petites images de ce magnifique pays archipel, l'Indonésie. Je pense que les paysages, il n'y a pas beaucoup de différence qu'en Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes dans le même pays, Pacifique, et puis, mais simplement que là-bas, c'est beaucoup plus riche et plus dense. C'est plus humide, donc peut-être il y a une petite comparaison. On a à peu près les mêmes bois, sauf que nous, du teck, on n'en a pas, mais on a le bois noir, on a le tamarin, on a les cocotiers, donc je pense qu'on est à peu près dans le... Puisque comme l'Indonésie est connue quand même, le côté est plutôt mélanésien et le côté ouest, elle est plutôt asiatique. Donc même les bêtes, par exemple les animaux, on a les animaux du pays de l'Est, c'est-à-dire les marsupiaux, les oiseaux, tout ce qui est marine, requins, tortues. Voilà. À l'ouest, il y a des tigres, des éléphants, des léopards et puis beaucoup de serpents, de variétés de serpents. Nous avons 300 à 400 espèces d'oiseaux, entre autres le kakatoès, le caloas, et puis tout près de nous, tout près de nous, puisque c'est dans les îles de la Sonde, vous avez l'île de Komodo qui abrite le fameux monstre varan carnivore. Les gens de l'île l'appellent le ora. Les parcs nationaux, il y a au moins, mettons, 500 ou 400 de parcs nationaux avec ces montagnes ou ces volcans.
D'ailleurs, sur 100 volcans, il y a encore au moins 70 qui sont en activité. Récemment, le volcan Merapi, qui a fait beaucoup de dégâts. Je pense, si je ne me trompe pas, il a fait un dégât sur 8 km autour de lui. Il est situé tout près de Yogyakarta, de la ville de Jogja, qui est le centre du berceau culturel javanaise. La forêt en Indonésie, elle est toute l'année verte, puisque nous sommes sous la ligne équatoriale. Donc le climat est humide et bon, les pluies, voilà. Les rivières sont toujours plus ou moins chargées. Les forêts ne sont pas fréquentées comme ici, où si on le fréquente, c'est avec un guide, ou les gens ne vont pas eux-mêmes en forêt, quoi. Ben, par exemple, à Kalimantan, c'est une forêt qui est très sauvage encore, où vivent les orang-outans, et les tigres et tout ça. Donc, c'est très dense, quoi. Il ne faut pas s'y perdre. Les touristes y vont, alors c'est mieux, puisque, en principe, il y a des agences qui préparent ces sorties-là. À Jakarta, tout près de Jakarta, il y a le Taman Safari. Ce n'est pas un zoo, hein, c'est un taman où les bêtes vivent en liberté, et c'est nous qui devons être dans des voitures blindées pour visiter. C'est-à-dire pas blindées, dans les cages, quoi, voilà. Alors il y a des lions, des éléphants, des tigres, des rhinos qui sont en liberté. Les rizières, c'est le plus beau paysage que j'ai pu contempler. Du vert sur des milliers de kilomètres. Quand tu prends le train, tu vois que ça, tu traverses des rizières. Et en voiture c'est moins, mais en train, on voit ça. Et par exemple, ceux de Java, c'est sur du plat, que des rizières tout vert. Et puis quand c'est la saison, c'est tout doré. On a l'impression que c'est les épis de riz au vent, ça fait comme des vagues. Je trouve ça magnifique. Et à Bali, c'est joli parce qu'ils le font sur des pentes. Alors vous avez comme des escaliers descendants et des rizières à perte de vue. Et ils ne perdent pas un seul coin. Tout est planté. Même s'il fait 1 mètre sur 1 mètre carré, il y a du riz. Enfin, quand on va là-bas, il faut quand même avoir du thon. Et moi, je ne suis pas le genre de femme qui fait des shopping. J'adore découvrir. Alors, souvent, quand j'y vais, c'est surtout pour découvrir pas mal de choses. Entre autres, les temples, ensuite les jardins des plantes, comme j'adore les plantes. Et dernièrement, en 2013, je suis allée voir un parc, c'est-à-dire tout près de Bukit de Medan. C'est à Sumatra Ouest. Nous avons visité le Danau Toba, c'est-à-dire le lac le plus grand du monde, avec son île au milieu qui fait 1 km². Dans toutes les grandes villes, les gens ne se connaissent pas, rien du tout. Mais quand tu vas à l'intérieur, en Indonésie par exemple, à Java, à l'intérieur, mais tu es reçu comme exactement ici quand on va dans les tribus. On est tous des frères et sœurs. Même si on ne se connaît pas, on s'embrasse. Hein? On te sourit, on te dit bonjour. Et dès qu'il y a quelqu'un qui visite de la famille, 1 heure après, tu vois les voisins qui viennent avec des offrandes à manger. Bon, on va boire le thé avec toi. Le peu qu'ils ont, ils font du partage. Et je pense que c'est un peu comme dans les îles. J'ai remarqué ça parce que moi, j'étais à Maré. J'ai passé 3 jours à Maré. J'ai trouvé que on était chez une famille.
La porte, elle est toujours grande ouverte, la table, elle est toujours mise et les gens ne volent pas, rien du tout. Celui qui a envie de boire le café, il ouvre la boîte de café, il fait son café, il s'en va. Voilà, donc des paysages magnifiques, une végétation assez riche. Alors, qu'est-ce qu'on y mange là-bas? Eh ben, l'alimentation de base, j'ai envie de dire, dans tous les pays asiatiques, c'est bien sûr le riz. Eh bien, là-bas, il y a un plat national qui s'appelle le nasi goreng. Oui. Tu connais, c'est un plat donc de riz frit avec des œufs, des morceaux de viande, des légumes et de temps en temps ou des crevettes. Voilà. Oui, oui. Donc, c'est un plat vraiment c'est délicieux. typique. Moi, j'en ai jamais mangé, mais Ah voilà, oui. c'est typique et un peu de tous ces pays asiatiques. Oui, oui, non, c'est vraiment délicieux. Et effectivement, oui, le riz, aliment de base des pays asiatiques. On pense tout de suite au Japon aussi, où ils mangent que ça. Et bien, effectivement, le Japon aussi, énormément. Et donc, tu fais bien d'en parler parce que cette fois-ci, je t'ai dit qu'on allait voyager dans notre chronique aujourd'hui. Ah, bien, on va quitter l'archipel de l'Indonésie et on va s'envoler pour le Japon. Donc, l'archipel qui est le Japon, qui a 4 îles principales. Il faut savoir que le Japon, qu'on surnomme le pays du soleil levant, et donc un archipel qui est entre la mer du Pacifique bien sûr et la mer du Japon, et que donc sa capitale, j'ai envie de donner des chiffres aujourd'hui, c'est Tokyo, et donc c'est plus de 127 millions d'habitants dans la capitale. Donc voilà un petit peu pour donner une petite idée. Avant de développer tout ce qu'on pourra se dire sur le Japon, le mieux c'est qu'on se regarde quelques images. Regardez.
Voilà, un beau pays aussi le Japon. Alors, vas-y, tu avais dit que tu nous en parlerais, on t'écoute. Alors, je vais parler de la première richesse du Japon, c'est donc la mer. On sait que le Japon est entouré d'eau, cette île grandiose. Et donc, sa zone maritime, c'est, attention, près de 4 millions de kilomètres carrés. Et donc, ce qui fait que le Japon est l'un des premiers producteurs de produits de pêche au monde. Il faut savoir aussi qu'ils développent énormément l'aquaculture sur leur île. Et donc, c'est par exemple près de 60 espèces qui sont produites. Je vais donner quelques exemples. Le nori, petit rappel, c'est une algue rouge qui est comestible. Et ça représente près de 27% de la production totale. Ah oui. Ils produisent aussi beaucoup d'huîtres et de dorades japonaises, c'est presque 6%. Donc voilà, une richesse principale, la mer. Il faut le préciser aussi que le Japon, malheureusement, doit importer énormément parce qu'ils n'ont pas de ressources minières. Ils sont obligés d'importer le pétrole, le fer, par exemple. Et sur la Terre, concernant la végétation? La faune et la flore, c'est pareil. Le climat, la géographie, la géologie, fait que c'est un écosystème riche, bien sûr, plus ou moins préservé, parce que, on le sait, les événements d'il y a quelques années. Mais voilà, c'est quand même un pays qui a énormément de richesses, parce qu'on compte près de 160 essences différentes au Japon contre 85 en Europe. Donc voilà, des forêts qui représentent aussi quand même 68% du territoire japonais. Donc c'est une île riche, mais qui subit aussi beaucoup les séismes, les volcans, les typhons. Donc c'est un pays qui est quand même assez touché par tout ce qui est événements naturels. Donc voilà, mais tout de suite, on va écouter des descendants de Japonais qui sont ici en Nouvelle-Calédonie et qui vont nous parler, eux, de Okinawa. On écoute. On a même vu un typhon. On était à Okinawa. Je suis le président de l'association des descendants d'Okinawa. Et le voyage qu'on avait organisé sur Okinawa, c'était juste entre nous, la famille, avec la famille Al-Kader, et la famille Koki aussi, puis la famille Ushi. C'était juste pour aller voir notre famille à Okinawa. Déjà, Okinawa, c'est un peu le même paysage qu'ici. Tout ce qui plante là-bas, c'est tout ce qu'on trouve ici en Calédonie. Leur culture, tout. J'étais étonné de voir tout ça aussi parce que je dis c'est comme si on est chez nous, quoi. On a analysé les choses ici, c'est que peut-être pour ça que parce que tous les descendants d'Okinawa se sont finis tous sur Pointe-Dimier. La plupart des descendants d'Okinawa qui sont venus, tous les grands-pères qui sont venus ici, ils sont tous venus du côté Pointe-Dimier. Bon, c'est un peu papier, mais le plus c'est sur Pointe-Dimier qu'ils sont venus. Je crois peut-être une ressemblance d'Okinawa ou je sais pas. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand je suis arrivée à Okinawa, je ne me suis pas sentie du tout étrangère. Bon, on aurait cru que j'arrivais au pays. On n'a pas été surpris de trouver des bananiers, du manioc, du canne à sucre. C'est mon père qui avait construit à Gano. Le site qui est derrière moi, là, on trouve exactement le même à Gano. C'est bizarre, parce que c'est un tout petit village. Il n'y a pas de numéro, je crois bien qu'il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de barrière non plus. Ça serait pas un peu comme nos petites tribus ici. Voilà, c'est un tout petit bourg comme ça. Sans rue, sans nom, sans... Des rues, oui, mais pas de nom aux rues. Quand on est arrivé sur la maison du grand-père, on a trouvé les niaoulis. Les niaoulis, les cocotiers, et presque tout ce qu'on a nous ici, eux ils ont là-bas, pareil. En arrivant à Okinawa, en allant visiter la maison du grand-père, on est passé devant un endroit qui se nomme Petit Pointe-Dimier. Et ça ressemble exactement à cette pointe, et c'est le grand-père qui avait donné ce nom. Le nom qu'il a donné, c'était par rapport à ce qu'il avait vécu ici, ce qu'il avait découvert ici. Et lorsqu'il est reparti au Japon, il a vu cet endroit et il lui a donné ce nom par rapport à l'endroit où il a vécu ici. Je suis partie au mois d'octobre avec ma famille. C'était... Je sais pas, même la famille ici m'a demandé c'était comment, je me dis il faut y aller, quoi. On ne peut pas décrire, c'est
très bien. Et voilà, merci beaucoup Camille de nous avoir fait voyager aujourd'hui. Eh ben merci Chloé. Et si tu veux, la semaine prochaine, on ne partira pas en voyage, mais on va bien rester sur le Caillou parce qu'on va faire venir cette fois-ci des patates douces de Fidji. On va les voir à l'université de la Nouvelle-Calédonie, donc soyez au rendez-vous. Intéressant, j'espère que vous avez bien noté le rendez-vous et que vous serez tous nombreux à nous regarder. Cette émission se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.